l'œuvre poétique de Victor Hugo, est le reflet permanent de sa vie. Fils de Léopold, général napoléonien enrôlé très jeune dans l'armée pour combattre les insurgés monarchistes, et de Sophie Trébuchet qui, au contraire, se trouvait être secrètement du côté des rebelles. 3 fils naissent de cette union. Abel, Eugène et Victor. Le futur poète voit le jour dans cette maison de Besançon le 26 février 1802. Il est si fragile que pendant plusieurs jours, sa santé ne tient qu'à un fil. On lui donne le nom de Victor, en l'honneur du général Lahorie, un ami de la famille. Très rapidement, une mésentente s'installe entre ses parents. Mais il faut sauver les apparences. La famille rejoint Léopold en Italie, où il vient d'être nommé gouverneur d'Avellino par Joseph Bonaparte. Dès que cela est possible, Sophie rentre rapidement à Paris. Ils vivent alors dans un ancien couvent de moines, les Feuillantines. Au fond du jardin, dans une chapelle en ruine, Victor rend visite au général Lahorie, caché là par sa mère, afin d'échapper à la police qui le recherche. Un matin de mars 1811, on vient arrêter l'ex-général, compromis dans le complot de Moreau. Puis le père de Victor est nommé général-gouverneur de 3 provinces espagnoles. L'épouse comprend alors son devoir envers ses enfants et rejoint son mari. Ce fut une belle parenthèse qui ne dura qu'1 an. Le général voudrait que son fils entre à Polytechnique. Le garçon, au contraire, cultive la poésie. À 14 ans, sur son cahier d'écolier, il écrit « Je veux être Chateaubriand ou rien ». Ses premiers lauriers, il les recueille dans les concours de l'Académie française en 1817. En 1819, il publie 3 pièces dans le recueil de l'Académie des Jeux Floraux, académie au sein de laquelle il est nommé maître 1 an plus tard. Il a alors 20 ans. Les recueils poétiques d'Hugo jalonnent toute son existence. On peut y lire à la fois l'histoire de sa vie, où l'élément subjectif est toujours présent, toujours prépondérant, ainsi que celle du développement de son génie. Dans les odes et poésies diverses, publiées en 1822, Hugo n'est alors qu'un classique doté d'une certaine audace. Sont rassemblées dans ce recueil nombre de poésies que l'auteur a composées à l'occasion de tel ou tel événement politique. On y retrouve entre autres Les destins de la Vendée et Le Génie, poème dédié à son grand modèle, Chateaubriand. Chateaubriand, je t'en atteste, toi, qui déplacé parmi nous, reçu du ciel le don funeste qui blesse notre orgueil jaloux. Quand ton nom doit survivre aux âges, que t'importe avec ces outrages, à toi, géant, un peuple nain? Tout doit un tribut au génie. Eux, ils n'ont que la calomnie, le serpent n'a que son venin. Victor et Adèle, amis d'enfance, se marient le 12 octobre 1822. La mère de Victor, morte l'année précédente, avait toujours mis obstacle à cette union. Le soir même, une tragédie s'abat sur la famille. Eugène, son frère, jaloux depuis toujours de Victor et amoureux de surcroît d'Adèle, a une crise de folie furieuse et doit être interné dans un asile. Les premières années de mariage de Victor et d'Adèle sont heureuses. De cette union naissent 5 enfants. Léopold, Léopoldine, Charles, François-Victor et Adèle. Émile Deschamps, un ami de la famille, disait en plaisantant
Hugo continue à faire des poèmes et des enfants sans repos. Classique, Victor l'est déjà. Mais dans ses nouvelles odes et ballades, parues réciproquement en 1824 et 1826, l'ardeur romantique le pousse à rompre avec les traditions. C'est une avalanche de morceaux de bravoure, de fantaisie gothique aux couleurs éclatantes. Monseigneur le duc de Bretagne a, pour les combats meurtriers, convoqué de Nantes à Mortagne, dans la plaine et sur la montagne, l'arrière-ban de ses guerriers. Ce sont des barons dont les armes ornent des forts, ceints d'un fossé, des preux vieillis dans les alarmes, des écuyers, des hommes d'armes. L'un d'entre eux est mon fiancé. Il est parti pour l'Aquitaine comme timbalier. Et pourtant, on le prend pour un capitaine, rien qu'à voir sa mine hautaine et son pourpoint d'or éclatant. Depuis ce jour, l'effroi m'agite. J'ai dit, joignant son sort au mien, ma patronne, sainte Brigitte, pour que jamais il ne le quitte, surveiller son ange gardien. J'ai dit à notre abbé, messire, priez bien pour tous nos soldats. Et comme on sait qu'il le désire, j'ai brûlé 3 cierges de cire sur la châsse de Saint-Gildas. À Notre-Dame de Lorette, j'ai promis, dans mon noir chagrin, d'attacher sur ma gorgerette, fermée à la vue indiscrète, les coquilles du pèlerin. Il n'a pu, par d'amoureux gages, absent, consoler mes foyers. Pour porter les tendres messages, la vassale n'a point de page, le vassal n'a point d'écuyer. Il doit aujourd'hui de la guerre revenir avec mon seigneur. Ce n'est plus un amant vulgaire, je lève un front baissé naguère, et mon orgueil est du bonheur. Le duc triomphant nous rapporte son drapeau dans les camps froissés. Venez tous sous la vieille porte voir passer la brillante escorte, et le prince et mon fiancé. Venez voir pour ce jour de fête son cheval caparaçonné, qui sous son poids hennit, s'arrête et marche en secouant la tête, de plumes rouges couronnées. Mes sœurs, à vous parer si lentes, venez voir près de mon vainqueur ces timbales étincelantes, qui sous sa main toujours tremblante sonnent et font bondir le cœur. Venez surtout le voir lui-même, sous le manteau que j'ai brodé, qu'il sera beau, c'est lui que j'aime. Il porte comme un diadème son casque de crins inondés. L'Égyptienne sacrilège, m'attirant derrière un pilier, m'a dit hier, Dieu nous protège, qu'à la fanfare du cortège, il manquerait un timbalier. Mais j'ai tant prié que j'espère, quoique me montrant de la main un sépulcre, son noir repère, la vieille au regard de vipère m'a dit, je t'attends là demain. Volons plus de noires pensées, ce sont les tambours que j'entends. Voici les dames entassées, les tentes de pourpre dressées, les fleurs et les drapeaux flottants. Sur 2 rangs le cortège ondoie, d'abord les piquiers au pas lourd, puis sous l'étendard qu'on déploie, les barons en robe de soie avec leurs toques de velours. Voici les chasubles des prêtres, les héros sur un blanc coursier. Tous, en souvenir des ancêtres, portent l'écusson de leur maître peint sur leur corselet d'acier. Admirez l'armure persane des Templiers, craints de l'enfer.
Et sous la longue pertuisane, les archers venus de Lausanne, vêtus de buffles, armés de fer. Le duc n'est pas loin, ses bannières flottent parmi les chevaliers. Quelques enseignes prisonnières, honteuses, passent les dernières. Mes sœurs, voici les timbaliers. Elle dit, et sa vue errante plonge hélas dans les rangs pressés. Puis, dans la foule indifférente, elle tomba, froide et mourante. Les timbaliers étaient passés. « 1825. Victor est décoré de la Légion d'honneur. Cette année-là, il est invité au sacre de Charles X à Reims. L'authentique révélation d'Hugo, poète, date de 1829 avec les orientales. À cette époque, l'Orient est à la mode. N'ayant aucune connaissance directe de cette région du monde, il nous montre là toute la puissance de sa créativité et de son imagination. Les Turcs ont passé là, tout est ruines et deuil. Kyo, l'île des vins, n'est plus qu'un sombre écueil. Kyo qu'ombrageaient les charmilles, Kyo qui dans les flots reflétait ses grands bois, ses coteaux, ses palais, et le soir quelquefois un chœur dansant de jeunes filles. Tout est désert. Mais non, seul, près des murs noircis, un enfant aux yeux bleus, un enfant grec, assis, courbait sa tête humiliée. Il avait pour asile, il avait pour appui une blanche aubépine, une fleur comme lui, dans le grand ravage oublié. Ah, pauvre enfant, pieds nus sur les rocs anguleux, hélas, pour essuyer les pleurs de tes yeux bleus, comme le ciel et comme l'onde, pour que dans leur azur de larmes orageux passe le vif éclair de la joie et des jeux, pour relever ta tête blonde. Que veux-tu, bel enfant? Que faut-il donner pour attacher gaiement et gaiement ramener en boucle sur ta blanche épaule ces cheveux qui du fer n'ont pas subi l'affront et qui pleurent tes parts autour de ton beau front comme les feuilles sur le saule? Qui pourrait dissiper tes chagrins nébuleux? Est-ce d'avoir ce lys, bleu comme tes yeux bleus, qui d'Iran borde le puits sombre? Ou le fruit du tuba, de cet arbre si grand qu'un cheval au galop, mais toujours en courant, s'entend à sortir de son ombre? Veux-tu pour me sourire un bel oiseau des bois qui chante avec un chant plus doux que le hautbois, plus éclatant que les cymbales? Que veux-tu? Fleurs, beaux fruits ou l'oiseau merveilleux? Ami, dit l'enfant grec, dit l'enfant aux yeux bleus, je veux de la poudre et des balles. Brusque changement de ton avec les feuilles d'automne en 1831. Une poésie aux notes assourdies, intimes, qui chante la famille, le foyer, les rêves et les regrets de l'âme. À mes amis, Sainte-Beuve et Louis Boulanger.
Amis, mes deux amis, mon peintre, mon poète, vous me manquez toujours, et mon âme inquiète vous redemande ici. Des deux amis si chers à ma lyre engourdie, pas un ne m'est resté. Je t'en veux, Normandie, de me les prendre ainsi. Ils emportent en eux toute ma poésie, l'un avec son luth de miel et d'ambroisie, l'autre avec ses pinceaux, peinture et poésie où s'abreuvait ma muse. Adieu votre onde, adieu l'alphée et la réthuse dont je mêlais les eaux. Marchez, frères jumeaux, l'artiste avec l'apôtre, l'un nous peint l'univers que nous explique l'autre, car pour notre bonheur, chacun de vous sur terre a sa part qu'il réclame. À toi, peintre, le monde, à toi, poète, l'âme, à tous deux le Seigneur. Sainte-Beuve n'est pas un Apollon, laid, mal bâti, en proie à des malaises divers. Pourtant, la femme d'Hugo devient son amie intime. Hugo souffre terriblement de l'abîme qui se creuse entre sa femme et lui. Il arrive alors ce qu'il doit arriver. Hugo, de son côté, s'éprend d'une autre femme, Juliette Drouet, comédienne de peu de talent. Dans l'idée de l'exploration d'un monde intérieur, il publie successivement Les Chants du crépuscule en 1835, Les Voix intérieures en 1837, Les Rayons et les ombres en 1840. Dans chaque recueil, de tendres poésies inspirées par les souvenirs, la nature, le spectacle des enfants, alternant avec des morceaux d'inspiration philosophiques et sociales. Tout est lumière, tout est joie. L'araignée aux pieds diligents attache aux tulipes de soie ses rondes dentelles d'argent. La frissonnante libellule mire les globes de ses yeux dans les temps splendides où pullule tout un monde mystérieux. La rose semble rajeunie, s'accoupler au bouton vermeil. L'oiseau chante plein d'harmonie dans les rameaux pleins de soleil. La giroflée avec l'abeille folâtre en baisant le vieux mur. Le chaud sillon gaiement s'éveille, remué par le germe obscur. Tout vit et se pose avec grâce. Le rayon sur le seuil ouvert, l'ombre qui fuit sur l'eau qui passe, le ciel bleu sur le coteau vert. La plaine brille, heureuse et pure, le bois jase, l'herbe fleurit. Homme, ne crains rien. La nature sait le grand secret et sourit. Tous les étés, Hugo expédie femmes et enfants à la campagne et emmène Juliette, sa maîtresse, en France ou à l'étranger. Il visite ainsi, en amoureux romantique, la Bretagne, la Normandie, la vallée du Rhin, la Belgique. À sa maturité, Hugo est un homme comblé. Succès littéraire, argent, amour, et après 3 échecs, il est élu à l'Académie française en 1841. Mais une ombre funeste le frappe en 1843. Une grande douleur le rend à lui-même. La mort de sa fille, Léopoldine,
mariée depuis quelques mois, se noie dans la Seine à Villequier avec son mari au cours d'une promenade en bateau. Victor l'apprend par la presse à son retour d'Espagne, voyage qu'il faisait avec Juliette. Le sort s'acharne sur lui. Le 5 décembre 1845, il est surpris dans un discret petit appartement du passage Saint-Roch, en l'aimable compagnie de Léonie Daunet, épouse du peintre Biard. Le scandale d'un procès fut évité par l'intervention du roi Louis-Philippe, qui persuada le peintre de retirer sa plainte. Après le coup d'État du 2 décembre 1851, Hugo, s'y opposant au péril de sa vie, se réfugie en Belgique. Puis il passe dans l'île de Jersey, où sa famille et Juliette le rejoignent. À Jersey, Hugo passe son temps à écrire des vers sombres et véhéments. Les châtiments sont le fruit de son premier hiver d'exil, ton âpre et satirique à l'encontre de Napoléon III. Fable ou histoire. Un jour, maigre et sentant un royal appétit, un singe d'une peau de tigre se vêtit. Le singe avait été méchant, lui fut atroce. Il avait endossé le droit d'être féroce. Il se mit à grincer des dents, criant « Je suis le vainqueur des alliés, le roi sombre des nuits !» Il s'embusqua, brigand des bois dans les épines. Il entassa l'horreur, le meurtre, les rapines, égorgea les passants, dévasta la forêt, fit tout ce qu'avait fait la peau qui le couvrait. Il vivait dans un antre entouré de carnage. Chacun, voyant la peau, croyait au personnage. Il s'écriait, poussant d'affreux rugissements, « Regardez, ma caverne est pleine d'ossements. Devant moi tout recule et frémit, tout émigre, tout tremble. Admirez-moi, voyez, je suis un tigre. » Les bêtes l'admiraient et fuyaient à grands pas. Un belluaire vint, le saisit dans ses bras, déchira cette peau comme on déchire un linge, mit à nu ce vainqueur et dit « Tu n'es qu'un singe. » En cette moitié du XIXe siècle, l'Europe semble s'intéresser aux expériences spirites. Hugo est parmi les adeptes. Expulsé de Jersey, il se réfugie à Guernesey. Plongé dans une intense activité littéraire, il apprend à prier aux hommes du monde entier comme leur guide spirituel. C'est le grand exil. Depuis 1840, Hugo accumule bon nombre de poèmes dans ses tiroirs. En 1856, il décide de les publier. C'est plus de 11 000 vers qu'il appelle lui-même « La mémoire d'une âme ». La publication se fait sous le titre des Contemplations, d'où s'élèvent les chants d'amour et des vers écrits à la mémoire de Léopoldine ou lors d'anniversaire de cette tragédie. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit.
Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. Un autre drame familial. Adèle, sa dernière fille, disparaît pour rejoindre un officier de marine du nom de Pinson. Quand elle le retrouve au Canada, il est marié. Toute l'histoire était née de son imagination. Elle sombrera dans la folie. 1859. Hugo décide de rester à Guernesey, malgré l'amnistie générale annoncée par Napoléon III. Pendant son exil, volontaire et orgueilleux, Victor Hugo conçoit son œuvre la plus ambitieuse. Là, dans la solitude, j'ai imaginé une sorte de poème d'une certaine longueur, reflet du problème unique, l'être, sous son triple aspect, l'humanité, le mal et l'infini. C'est alors la première parution de la légende des siècles. Elle est toute petite, une duègne la garde. Elle tient à la main une rose et regarde. Quoi? Que regarde-t-elle? Elle ne sait pas. L'eau, un bassin qu'assombrit le pain et le bouleau, ce qu'elle a devant elle. Un cygne aux ailes blanches, le bercement des flots sous la chanson des branches, et le profond jardin rayonnant et fleuri. La rose épanouie est toute grande ouverte, sortant du frais bouton comme d'une urne ouverte, charge la petitesse esquisse de sa main. Quand l'enfant, allongeant ses lèvres de carmin, fronce en la respirant sa riante narine, la magnifique fleur, royale et purpurine, cache plus qu'à demi ce visage charmant, si bien que l'œil hésite, et qu'on ne sait comment distinguer de la fleur ce bel enfant qui joue, et si l'on voit la rose ou si l'on voit la joue. Elle n'a jamais vu l'homme que se courbant. Un jour, elle sera duchesse de Brabant. Elle gouvernera la Flandre ou la Sardaigne. Elle est l'infante. Elle a 5 ans. Elle dédaigne. Cependant, sur le bord du bassin en silence, l'infante tient toujours sa rose gravement. Et 12 anges aux yeux bleus la baisent par moments. Soudain, un souffle d'air, une de ces haleines que le soir frémissant jette à travers les plaines, tumultueux zéphyr effleurant l'horizon, trouble l'eau, fait frémir les gens, met un frisson dans les lointains massifs de myrte et d'asphodèle, vient jusqu'au bel enfant tranquille, et d'un coup d'aile, rapide et secouant même l'arbre voisin, effeuille brusquement la fleur dans le bassin. Et l'infante n'a plus dans la main qu'une épine. Elle se penche et voit dans l'eau cette ruine. Elle ne comprend pas. Qu'est-ce donc? Elle a peur, et la voilà qui cherche au ciel avec stupeur cette brise qui n'a pas craint de lui déplaire. Madame, dit la duègne avec sa face d'ombre à la petite fille, étonnée et rêvant. Tout sur terre appartient au prince, hors le vent.
1861, Hugo fait un voyage en Belgique et à partir de cette date, il voyagera tous les ans sur le continent. Avec la chanson des rues et des bois, en 1865, c'est la poésie de ce qui unit et non de ce qui divise, et de la méditation sur la liberté. Il m'est arrivé d'être tellement ébloui par la lumière de midi et d'obéir tellement au soleil que j'ai écrit. Sachez qu'hier, de ma lucarne, j'ai couvert de clins d'yeux une fille qui dans la Marne lavait des torchons radieux. Près d'un vieux pont, dans les saulées, elle lavait, allait, venait. L'aube et la brise étaient mêlées à la grâce de son bonnet. L'oiseau gazouille, l'agneau belle, gloire à ce rivage écarté. Lavandière, vous êtes belle, votre rire est de la clarté. Je suis capable de faiblesse. Ô lavandière, quel beau jour! Les fauvettes sont des drôlesses qui chantent des chansons d'amour. Les vieillards grondent tes reproches, mais, ô jeunesse, il faut oser. Deux sourires qui se rapprochent finissent par faire un baiser. Je m'arrête, l'idylle est douce, mais ne veux pas, je vous le dis, qu'au-delà du baiser on pousse la peinture du paradis. Adèle, la femme de Victor, meurt. Sur son carnet en date du 27 août, il a écrit « Morte ce matin à 6h30. Je lui ai fermé les yeux, hélas. Dieu recevra cette douce et grande âme. Je la lui rends, qu'elle soit bénie. » L'écroulement de l'Empire dans la désastreuse guerre contre la Prusse ouvrit à Victor Hugo la route du retour. Celle-ci fut triomphale. Une foule imposante vient l'accueillir à la gare le 5 septembre. Victor Hugo allait, comme les autres Parisiens, souffrir de la famine durant le siège de Paris. Écrit au cours de l'année 1870, L'année terrible paraîtra 2 ans plus tard. J'entreprends de compter l'année épouvantable, et voilà que j'hésite, accoudé sur ma table. Faut-il aller plus loin? Dois-je continuer? Je sens l'ascension lugubre de la honte, morne angoisse. Un fléau descend, un autre monte. N'importe, poursuivons. L'histoire en a besoin. Ce siècle est à la barre et je suis son témoin. Bientôt, autour du grand vieillard, il n'y aura plus que 2 enfants et la veuve de Charles. En effet, Charles est mort d'une attaque d'apoplexie et François-Victor miné par la phtisie. Juliette est accueillie par la famille légitime en août de cette année 1872. Tous repartent à Guernesey. Victor Hugo s'acharne de nouveau à son travail et conservera jusqu'à la fin de sa vie une fécondité et une vitalité prodigieuses. En 1877, paraîtra la nouvelle série de la légende des siècles, ainsi que l'art d'être grand-père. Jeanne est au pain sec dans le cabinet noir, pour un crime quelconque, et, manquant au devoir,
J'allai voir la proscrite en pleine forfaiture et lui glissai dans l'ombre un pot de confiture contraire aux lois. Tous ceux qui, dans ma cité, reposent le salut de la bonne société, s'indignèrent. Et Jeanne a dit d'une voix douce: je ne toucherai plus mon nez avec mon pouce, je ne me ferai plus griffer par le minet. Mais on s'est écrié: cette enfant vous connaît, elle sait à quel point vous êtes faible et lâche, elle vous voit toujours rire quand on se fâche. Pas de gouvernement possible. À chaque instant, l'ordre est troublé par vous. Le pouvoir se détend. Plus de règles. L'enfant n'a plus rien qui l'arrête. Vous démolissez tout. Et j'ai baissé la tête. Et j'ai dit: je n'ai rien à répondre à cela. J'ai tort. Oui, c'est avec ces indulgences-là qu'on a toujours conduit les peuples à leur perte, qu'on me mette au pain sec. Vous le méritez, certes, on vous y mettra. Jeanne alors, dans son coin noir, m'a dit tout bas, levant ses yeux si beaux à voir, pleins de l'autorité des douces créatures: eh bien moi, je t'irai porter des confitures. C'est à Paris, le 28 juin 1878, que Victor Hugo est pris d'une congestion cérébrale, la même année où l'on publie le recueil Le Pape. Suivra, année par année, La Pitié suprême, Religions et religions, L'âne, Les quatre vents de l'esprit, véritable testament poétique. En 1881, son anniversaire fut célébré comme une fête nationale. 100 000 personnes défilèrent devant chez lui. Il était devenu le maître, le patriarche des temps nouveaux. En 1883, paraît une série complémentaire de la légende des siècles. En février, Victor Hugo offre à Juliette sa photo avec cette dédicace: 50 ans d'amour, c'est le plus beau des mariages. Elle est incapable de le remercier. Celle qui l'a toujours suivi, pleine d'amour et de résignation, fermera ses yeux le 11 mai 1883. Victor n'aura pas la force de suivre son convoi, et dès lors, cesse d'écrire. Le 14 mai 1885, la maladie le prend. Il dit à ses amis: c'est ici le combat du jour et de la nuit. Celui qui est né avec le siècle et qui l'accompagnerait jusqu'à sa limite extrême, croyait-on, succombe le 22 mai 1885. On lui fit des funérailles grandioses. Un cortège de plusieurs centaines de milliers de personnes suivent depuis l'Étoile jusqu'au Panthéon le corbillard des pauvres qu'il avait réclamé. Ses dernières volontés furent: je donne 50 000 francs aux pauvres, je désire être porté au cimetière, dans leur corbillard. Je refuse l'oraison de toutes les églises, je demande une prière à toutes les âmes, je crois en Dieu. Le poète apparaît au milieu des vivants, et lapidé s'en va de la terre fatale, laissant derrière lui, comme une trace pâle, l'éternelle beauté du vers mystérieux. L'homme qui l'insulta le met au rang des dieux, et puis un autre esprit vient, l'homme recommence. Tout est aveuglement quand tout n'est pas démence.
le ciel splendide est plein de la noirceur du sort. On entre dans la vie en criant, on en sort ruisselant, nu, glacé, comme d'une tourmente. Hélas, l'enfant sanglote et l'homme se lamente. Ignorer, c'est pleurer, et savoir, c'est gémir. Je pense à tout cela quand je ne puis dormir, la nuit, quand le vent semble une voix qui témoigne, quand on entend le pas de quelqu'un qui s'éloigne.